Voici le comparatif le plus complet sur les comptes titres ordinaires en France. Je vous ai tout rassemblé. J'ai mis vraiment sur tous les comptes titres ordinaires, que ce soit sur les courtiers en ligne spécialisés, les néobanques, les banques classiques, etc., etc. Je vous ai tout rassemblé. Il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup d'informations à voir ça en détail. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner accès à ce comparatif complet et je vais vous expliquer tout ça en détail. Mais juste avant de passer dessus, on va revenir rapidement sur qu'est-ce que c'est un compte titre et tout ce qu'il faut savoir pour bien choisir son compte titre parce que si on va sur un compte titre sur de mauvaises raisons, à la fin, c'est un peu inutile. Donc, compte titre ordinaire, donc le CTO, un petit guide rapide. Donc, principe de base et objectif du CTO. Donc, c'est une enveloppe flexible, sans avantage fiscal. Ça ne va pas nous permettre de payer moins d'impôts comme le PEA et qui permet d'acheter tout type d'instruments financiers sur tous les marchés et devises. On peut du coup aller sur pas mal d'instruments financiers de manière internationale, ETF mondiaux, obligations, produits dérivés, produits structurés, etc. Et ça s'utilise souvent en complément du PEA. On va prendre du PEA pour des actions européennes, voire des ETF européens, voire internationaux avec les ETF synthétiques. Et le CTO sera vraiment en complément, souvent pour du stock picking, pour des actions Europe. Qui peut ouvrir un CTO? Il faut être personne majeure, résidente fiscale en France, et on peut ouvrir plusieurs CTO. On n'est pas limité à un CTO par personne, c'est autant qu'on veut. On peut en avoir un en nom propre, conjoint ou sur une société. On peut l'ouvrir en banque traditionnelle, banque en ligne, courtier spécialisé, et en général, maintenant en tout cas, ça se fait souvent de manière 100% dématérialisée. Au niveau des restrictions et des caractéristiques clés, on n'a pas de limite de versement contrairement au PEA. On peut détenir des produits non éligibles au PEA, comme je vous l'ai déjà dit, et il y a des frais qui sont variables selon les courtiers. Maintenant, l'univers d'investissement disponible. Donc, les classes d'actifs. On a accès à tout sur les actions, sur tout le monde. Donc, US, Europe, Asie, pays émergents, etc. On peut avoir accès à des ETF, donc des Exchange Traded Products, et aussi des ETC, Exchange Traded Commodities, donc des indices mondiaux au niveau des actions, mais aussi au niveau des matières premières via les ETC. On peut avoir accès à des obligations, obligations d'État ou d'entreprise, ou même des fonds, et même des ETF obligataires, alors que le PEA, qui est le plan épargne en action, sera uniquement des actions. Il n'y aura pas d'ETF obligataire ou autre. Sur les produits dérivés et structurés, on peut avoir des dérivés options, futurs, turbo, warrants. Bref, c'est peut-être des produits un peu sophistiqués, avancés pour un investisseur débutant, mais sur un compte titre, on y aura accès. Sur un PEA, on n'aura pas accès à ces produits-là. Pareil, on peut avoir des produits un peu plus complexes. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je pense pour 99% des personnes qui vont regarder cette vidéo, ce n'est pas le but. Et voilà, on peut utiliser des options pour des couvertures, mais comme je le dis, ce n'est pas vraiment le but. Donc l'avantage par rapport au PEA, on n'a aucun filtrage d'éligibilité. On peut acheter en direct des actions américaines ou ETF mondiaux sans contrainte de domiciliation. Et donc, on a une liberté géographique et en devise qui facilite la diversification internationale. Troisième chose, la fiscalité. Contrairement au PEA où on a un avantage fiscal après 5 ans, ici, ce n'est pas la même chose. En revanche, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des gains et des dividendes, on a une imposition déclenchée à la vente, donc plus-value ou à la perception. Donc, ce n'est pas une enveloppe capitalisante. Contrairement au PEA, c'est si j'achète un titre et je le revends et je garde ce cash sur mon PEA, eh bien, je ne vais pas être imposé. Je vais être imposé uniquement au retrait. Là, je suis imposé à la transaction quand je fais une plus-value ou moins-value. Donc, pas d'impôt tant que les titres ne sont pas réalisés. Retenues étrangères, on peut avoir des retenues sur les dividendes des pays étrangers. Donc, aux US, ça peut être 15% avec, si on fait bien ce formulaire. On a un prêt au niveau de la fiscalité, donc flat tax à 30%, donc 12,8 d'impôt sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux. Donc 30% total sur plus-value et dividendes. Et par exemple, sur 1 000 euros de gain, eh bien, il y a 300 euros d'impôt. On peut aussi opter pour le barème progressif avec certains abattements. Pour le barème à l'IR, si plus avantageux, on peut aussi avoir des tranches basses ou titres acquis avant 2018. On a un abattement pour durée de 50% entre 2 et 8 ans, 65% au-delà de 8 ans pour les titres anciens. Et attention, ce choix s'applique à tous les revenus de capitaux de l'année, ce ne sera pas uniquement pour le compte titre. Si je veux aller sur le barème progressif et abattement, ce sera sur tous mes investissements, donc sur tous mes gains qui sont liés à des gains en capital. Maintenant, au niveau de l'optimisation fiscale et des pertes, donc au niveau de la gestion des moins-values, les moins-values sont imputables sur les plus-values futures pendant 10 ans, à condition de remplir ce formulaire 2074. Ça veut dire que si sur l'année N-1, j'ai fait des pertes et que sur l'année N, j'ai fait des gains, et bah, je peux être imposé, en tout cas à condition de bien remplir le formulaire, à mes gains moins mes pertes. Et du coup, si mes gains sont supérieurs à mes pertes, je vais être imposé sur un montant plus petit. Mais si mes pertes sont supérieures à mes gains, je ne vais pas être imposé parce que j'ai fait plus de pertes que de gains, du coup, je suis toujours dans le négatif. Donc, par exemple, 800 euros en 2024, compensant un gain de 1000 euros en 2026, imposition sur 1200, puisque 2000 moins 800. Au niveau des bonnes techniques, pour moi, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt nettoyer à la fin de l'année fiscale, donc sur les derniers jours d'ouverture des marchés, vendre les positions en perte pour réduire les plus-values imposables. Et sur des titres
soit on n'a plus de conviction et on nettoie, soit sur des titres qu'on veut racheter, donc on va vendre en fin d'année et on va racheter l'année d'après. Attention, on ne peut pas trop le faire. Souvent, beaucoup d'investisseurs, par exemple, ils ont du Coca, ils vont vendre du Coca en fin d'année, ils vont racheter du Pepsi en début d'année prochaine. Donc, les coefficients de corrélation entre ces deux actifs vont être très proches. Mais bref, ça, c'est un peu encadré. On peut le faire à condition de faire sur des actions différentes avec des coefficients de corrélation très proches. Il y en a, je sais qu'ils le font avec les mêmes titres, mais bon, si vous faites avec des gros montants, vous ne pourrez pas. Ça va rapidement se voir. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire ou non. Ensuite, suivi administratif nécessaire. Donc, conserver justificatif et déclaration pour imputation. Donc, normalement, si vous avez un broker assez de nouvelles technologies, assez pratique, tout sera facilement accessible. Donc, ça ne sera pas une grosse contrainte. Mais si vous êtes sur des brokers un peu à l'ancienne ou sur des banques, ça sera un peu plus compliqué. Et ensuite, pour les dividendes étrangers et crédits d'impôt, donc vous serez imposé à la source sur certains dividendes étrangers. Et il faudra déclarer le formulaire 2047 pour éviter la double imposition et avoir un crédit d'impôt égal à la retenue étrangère. Et souvent, c'est peu rentable pour des petites sommes en raison de complexité administrative parce que le temps que vous allez y allouer, ça ne va pas compenser le gain d'économie fiscale que vous allez avoir. Donc, oui, vous allez gagner de l'argent sur les économies fiscales que vous allez réaliser, mais ça dépend du temps que vous y allouez. Si vous mettez 10 heures pour gagner 10 euros, bon, vous avez gagné 1 euro par heure. Ça ne vaut pas vraiment le coup. Je pense pour tous les jobs que vous faites, vous allez forcément gagner plus d'1 euro par heure. Maintenant, transmission, avantages et limites. Donc, au niveau de la transmission et purge des plus-values, on peut faire une donation ou succession. Les plus-values latentes sont effacées. Donc, c'est un avantage majeur pour les héritiers. Par exemple, un CTO avec plus de 20 000 euros latents transmis, on n'a pas d'imposition sur ses gains au décès. Sur les autres avantages, aucune limite de versement, accès mondial sur les produits, pas de durée de détention minimale, frais souvent faibles liés à des courtiers, parce que c'est un produit très compétitif sur lesquels beaucoup de brokers se battent pour attirer des clients. Donc, on a des frais assez faibles en général et ça peut être utile pour la diversification et la trésorerie d'entreprise. Donc, pour les entreprises, on peut avoir un CTO, personne morale, qui est soumis à l'IS ou l'IR selon le régime et on peut appliquer le régime Murphy pour les dividendes. Au niveau des inconvénients et des contraintes, donc fiscalité moins avantageuse que PEA ou assurance vie, imposition immédiate sur les dividendes plus-value, donc enveloppe non capitalisante, et on peut avoir un risque de double imposition sur les actifs étrangers. Et donc, il faudra bien faire tous les formulaires. Ça peut être le formulaire 3916 pour les CTO étrangers, ça peut être le formulaire qu'on avait vu avant, 2074 sur les plus-values, moins-values, et 2047 sur les dividendes étrangers. Donc, bref, je vous ai fait un peu une présentation du CTO. Et pour résumer, donc les étapes pour ouvrir un CTO, choisir un courtier adapté, on va le voir en détail tout ça. Fournir les pièces justificatives, bref, si vous ouvrez un compte d'investissement, forcément, il faudra le faire. En général, le CTO se complète bien avec un PEA. PEA pour des actions européennes, voire des ETF qui sont domiciliés en Europe. Ça peut être des physiques en Europe ou des synthétiques en Europe qui répliquent des indices non européens. Et après, on va compléter avec un CTO pour ETF US, ETF US ou ETF domiciliés aux US qui ne sont pas en Europe ou des actions américaines. Pour l'option fiscale, soit PFU, soit le barème. Et au niveau de transfert et clôture, on peut transférer nos titres d'un broker à un autre, mais on peut aussi ouvrir autant de brokers qu'on veut. Donc, dans beaucoup de cas, ce n'est pas le plus utile, à part si on veut tout centraliser sur un. Je peux comprendre. Et après, au niveau de la clôture libre, attention aux conséquences fiscales et aux déclarations à effectuer. Voilà. Maintenant, on va revenir sur le comparatif complet des meilleures plateformes pour investir sur les comptes titres. Donc, rapidement, comme je vous l'ai dit, courtier en ligne spécialisé, DEGIRO, Interactive Brokers, Swissquote, Saxo, Bourse Direct, Easy Bourse. Peut-être il y en a qui sont un peu néo-brokers et courtiers en ligne spécialisés. Mais bref, les premiers, c'est plutôt des brokers uniquement en ligne, donc avec Trade Republic, Scalp Capital, Lightyear, Shares, Revolut, Bitpanda, Trading 212, eToro. Peut-être il en manque 2-3, forcément, je n'ai pas tous les comptes titres disponibles qui sont disponibles, mais il y en a quand même pas mal, beaucoup. Il y en a quand même vraiment pas mal et beaucoup. Donc pour résumer, on vous a mis un classement global, mais il ne faut pas vous dire, OK, si le numéro 1, que selon nous est Trade Republic, c'est selon nos critères. En revanche, on vous a mis beaucoup d'informations à gauche pour que, en fonction de ce que vous avez besoin, vous pourrez vous dire, OK, selon ce que j'ai besoin, eh bien, je ne sais pas, Swissquote est plus adapté pour X, Y, Z. Il ne faut pas prendre pour argent comptant numéro 1, donc forcément c'est celui-là. Il faut essayer de comprendre notre raisonnement et comprendre tout ce qu'il y a ici pour vous dire, OK, selon moi, selon mon objectif, mes besoins, etc., le broker dont j'ai besoin, c'est par exemple Scalp Capital. Donc bref, je vais vous l'expliquer rapidement les différentes lignes à gauche et après, vous aurez accès à ce comparatif
et par vous-même, vous pourrez prendre vos choix. Parce que le but à la fin, c'est pas que je vous dise, OK, faites ça parce que X, Y, Z et vous comprenez pas. Le but, c'est que vous compreniez ce que je dis et ensuite, avec ces informations, vous les appliquez à votre cas particulier et c'est comme ça que vous serez autonome. Donc, pays du courtier. Voilà, ça, c'est le pays d'origine. Par exemple, Interactive Broker Trade Republic est un broker allemand, mais il a une filiale en France, ce qui fait que ça ne veut pas forcément dire que comme Trade Republic est allemand, que forcément le compte titre va être domicilié en Allemagne, et donc vous devrez remplir le formulaire 3916, puisque c'est un broker non français. Donc c'est plutôt le pays d'origine de l'entreprise, année de création. Forcément, plus c'est vieux, plus ça peut être costaud, mais pareil, Trade Republic est assez jeune, c'est quand même assez costaud. Donc ça peut vous donner une petite indication. Mais en général, plus c'est vieux, moins c'est pratique en termes d'utilisation. Interactive Broker est un peu un contre-exemple, mais par exemple, les banques, des grosses institutions assez vieilles et pas les plus ergonomiques sur l'utilisation. Et BNP, je crois qu'il y a une petite erreur, ça n'a pas été créé en 2000. Voilà, donc année de création, l'entreprise mère, le type d'acteur, la taille, je vous laisse regarder. Est-ce qu'il y a des agences, ouverture 100% en ligne, oui, non. Versement initial à l'ouverture, donc ça peut être intéressant, mais pour la plupart, on voit que c'est des montants assez peu élevés, à part pour Hello Bank et encore. On voit sur toutes, c'est pas un critère vraiment différenciant. La note d'accessibilité, à quel point c'est facile. Bon, bref, je vous laisse regarder. Ça, c'est pas un critère très différenciant. Sur les frais, alors là, ce sera surtout des frais importants qui vont changer. La frais d'ouverture de compte, donc pour la plupart, c'est gratuit, si je ne me trompe pas, exact. Frais de tenue de compte, pareil, frais d'inactivité. Ce qui sera surtout important, ça va être les frais ça va être ces frais-là, droit de garde, frais de clôture, frais de change. Donc, frais de clôture, c'est si vous voulez switcher de compte titre en compte titre. Je ne pense pas que ce soit le plus pertinent, mais frais de change, si vous faites des transactions sur des titres étrangers, souvent si vous allez sur un compte titre, du coup, vous allez pas forcément investir sur des titres qui sont en euros, donc forcément des titres qui sont en dollars. Donc, regardez bien à avoir ces frais les plus faibles. Pareil pour les frais d'ordre. À chaque fois que vous allez faire une transaction, vous allez prendre des frais. Donc, celui-là et celui-là, très important. Et pareil sur ça, si vous allez sur des ETF spécifiques ou des produits spécifiques, regardez. Et pour moi, les deux frais vraiment à regarder en premier, c'est frais de change, frais par ordre. Surtout frais par ordre, puis après frais de change. Voilà, après, c'est des petits commentaires qu'on a fait sur comment on évalue chacune des plateformes. Au niveau de la régulation, vous avez mis par qui ils sont régulés. Donc, on l'a mis pour toutes. Vous aurez tout ça. La garantie des dépôts. Donc là, bon, en Europe, 100K. Ici, c'est 20K, 100K, 100K. Bon, bref, vous avez compris. Au niveau de la note globale, les produits disponibles. Donc, c'est des gros brokers pour tous. Donc, il y a énormément de produits disponibles. Mais peut-être regardez, je ne sais pas, sur Bitpanda, si vous allez sur des ETF très spécifiques ou des actions très spécifiques, si ce n'est pas disponible et qu'il s'avérait que Bitpanda, c'était le broker qui cochait toutes les cases pour vous, ça sera peut-être dommage. Donc regardez, selon vous, est-ce que vous êtes un investisseur débutant ou très avancé sur lesquels il vous faut des produits très spécifiques? Et dans ce cas-là, peut-être Swissquote ou Interactive Brokers seront les plus adaptés, ou Saxo Bank. Est-ce que c'est des actions en direct? Est-ce que vous avez tous ces produits? Oui, non, à chaque fois. Nos commentaires, les fonctionnalités d'investissement, est-ce qu'on peut faire du programmé, est-ce que le cash peut être rémunéré, est-ce que la gestion pilotée, outils avancés. Ça, pour moi, pour un investisseur débutant, ça ne va pas changer grand-chose. Pour les investisseurs avancés, ça va changer beaucoup de choses ici. Je ne vais pas tout vous le présenter, sinon la vidéo sera interminable. J'essaye d'aller à l'essentiel, de faire zéro bullshit. Pour l'expérience utilisateur, qui est un des derniers critères, sur ça, je vous invite à regarder les avis Trustpilot. Et forcément, il y aura beaucoup d'avis positifs, parce que la plupart ne sont pas des mauvaises plateformes. Mais je vous invite à surtout regarder les avis négatifs, parce que c'est là où on va voir les petites failles, les petits mécontentements des clients, qui peut-être sur un petit truc, ils vont mettre une étoile, ça va se voir directement, mais vous allez comprendre les points communs qui reviennent souvent sur les plateformes. Si je ne sais pas, par exemple, sur Swissquote, beaucoup de gens se plaignent que les screeners actions, ils sont mauvais, et que vous voulez absolument des bons screeners pour les actions. Eh bien, ce ne sera pas forcément la meilleure plateforme. Donc, je vous invite à regarder les avis Trustpilot et à regarder les avis négatifs. Pareil, au niveau du service client, vous avez tous les mails qu'on vous a mis et les disponibilités. Après, ça ne veut pas forcément dire que si c'est ouvert de 7h à 21h, ils vont vous répondre de 7h à 21h, mais au moins, vous avez les horaires. Le service client, l'interface et est-ce qu'il y a une app, oui ou non? Pour la plupart, oui. Donc, bref, sur tout ça, on vous a fait notre classement. Donc, je vous invite à regarder en détail. Ça va être surtout les frais de change, frais par ordre.
les fonctionnalités qui vont être ici. Donc, les produits disponibles plus les fonctionnalités d'investissement selon votre profil d'investisseur. Et voilà, après, on vous a fait un petit récap, nous, de notre expérience avec Investing sur les différents brokers. Qu'est-ce qu'on en pense? Et après, à vous de faire votre propre avis sur chacune des plateformes. Je ne vais pas trop m'attarder sur le comparatif complet de chacune des plateformes, parce que sinon ça va prendre. Il y en a vraiment beaucoup. Et je pense que chaque plateforme, je pourrais passer une demi-heure. Donc là, il y en a une bonne vingtaine. Je n'ai pas passé, j'ai pas passé des dizaines d'heures dessus. J'espère vous avoir répondu à beaucoup de questions. Le but, c'est que ça soit clair, intuitif et que j'aille à l'essentiel, zéro bullshit. J'ai horreur de ces vidéos. Donc voilà, donc si ça vous a été utile, je vous invite à vous abonner. Vous avez accès à ce comparatif qui est quand même assez balèze, comme vous allez le voir ici. Il y a quand même beaucoup de brokers. Et vous aurez accès dans la description de cette vidéo YouTube. Et si vous voulez aller plus loin et que vous avez beaucoup d'épargne à investir, par exemple, si vous voulez investir 10, 50, 100 ou 200 euros par mois, regardez des vidéos YouTube, vous allez tout comprendre, faites un dessin en ETF. Dans 95% des cas, ça sera suffisant. En revanche, si vous avez une plus grosse capacité d'épargne, que vous avez reçu un bonus, une prime, un héritage, et que là, vous avez accumulé peut-être pas mal de cash, bref, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cas que je viens de décrire et qui ne font rien. Et du coup, ils se prennent l'inflation de plein fouet et ils le savent, mais ils sont toujours bloqués. Pour ces personnes, nous, on a développé un accompagnement dans lequel on vous aide à vous prendre par la main et à vous accompagner à devenir autonome. Si ça vous intéresse, je vous mets un appel avec l'un de nos conseillers pédagogiques qui vous expliquera en détail ce qu'on fait, est-ce qu'on peut vous aider, oui ou non. Le but, franchement, on ne va pas vous pousser à la vente ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut vous aider, oui ou non? Si on peut vous aider, on vous expliquera avec plaisir ce qu'on fait. Si on ne peut pas vous aider, on vous le dira aussi. Mais bref, je vous mets les informations si vous voulez prendre un appel. Et si vous voulez plus d'informations sur notre entreprise, notre groupe, il y aura aussi notre site web, donc vous pourrez creuser de votre part. Bref, dans tous les cas, je vous invite à regarder ce comparatif complet, à regarder est-ce que vous êtes intéressé à qu'on vous accompagne, à vous prendre main dans la main, parce que là, il y a quand même encore plein d'informations. Ça sera aussi votre job de savoir cette information elle est adaptée à moi, oui ou non. Si vous nous rejoignez, qu'on vous accompagne, on le fera avec vous, donc ça vous simplifiera la vie. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je suis allé à l'essentiel, essayez de faire le moins de bullshit possible et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo.